Alors, on fait quoi? Alors, la première chose à faire, c'est pas paniquer. Déjà, il est beaucoup trop tard. Il est impossible de réagir quand vous avez des marchés américains qui perdent plus de 10% en l'espace de 4 jours. Ça va trop vite. C'est dans des fortes baisses et dans des mouvements de volatilité très élevés qu'on crée plus de valeur et qu'on a les meilleures opportunités. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce troisième webinaire de l'année et ce deuxième webinaire sur les marchés financiers. Le titre est assez évocateur, La tempête Trump. J'ai le plaisir d'accueillir Xavier de Buren, directeur des investissements chez OTA Capital, qui est voilà, en charge de toute l'administration de la partie gestion pilotée pour nos clients et qui va essayer de nous éclairer un petit peu sur ce contexte actuel qui est assez mouvementé. Bonjour Xavier. Bonjour Yves, je suis ravi de vous retrouver tous aujourd'hui effectivement pour cette troisième rendez-vous de l'année. Il y a pas mal de choses à dire avec un début d'année qui a été quand même très mouvementé sur les marchés. Et on va avoir l'occasion de rentrer un petit peu en détail sur tout ce qui s'est passé et essayer de vous éclairer et de vous aider dans vos décisions d'investissement. On va essayer d'être assez pratique aujourd'hui. On a eu pas mal de questions de la part de nos clients qui ont appelé assez régulièrement au cours des 10 derniers jours pour en savoir plus. On a pas mal de questions qui nous ont été posées et on n'hésitera pas à récupérer celles que vous allez pouvoir nous poser au cours de cette interview. Voilà, et ben, c'est parti. La tempête Trump. Petit bilan du premier trimestre, voilà, entre le 1er janvier et aujourd'hui. Essaye de nous décrypter rapidement ce qui s'est passé. Alors ça a été un début d'année qui a été quand même très compliqué et on a constaté un retour très marqué de la volatilité. En gros, il y a eu 2 phases, depuis le début de l'année. Il y a eu une phase entre, le début janvier jusqu'à la moitié du mois de mars où on avait un scénario finalement de continuité par rapport à ce qui s'était passé en 2024. Un scénario plutôt positif, hein, avec, une baisse continue de l'inflation et la poursuite de la résilience de l'économie américaine qui évidemment entraînait derrière elle Et des toute marchés en l'économie hausse. mondiale et des marchés qui étaient plutôt en hausse avec d'ailleurs une surperformance des marchés européens parce qu'on avait un peu de prise de profit après les excellentes performances des marchés américains. Je vous rappelle, les marchés américains en 2023 ont augmenté de plus de 20%, en 2024 plus de 20%, donc il était normal que ça souffle un petit peu et que les investisseurs prennent des profits sur ces marchés-là. Ensuite, il y a eu une phase beaucoup plus critique à partir de la moitié du mois de mars où les investisseurs ont commencé à s'interroger sur l'ampleur des droits de douane que la nouvelle administration Trump voulait appliquer au reste du monde. Avec des bruits de couloir assez alarmistes, mais toujours un peu feutrés parce qu'on n'avait pas beaucoup d'infos. Voilà, et comme les marchés n'aiment pas la visibilité, quand les marchés n'ont pas de visibilité, évidemment, les investisseurs sont plutôt assez prudents. Ça n'a pas loupé. En fait, le 2 avril, il y a eu l'annonce et le déclenchement de la guerre commerciale par Donald Trump avec tous ses partenaires commerciaux, donc avec le monde entier. Et là, la méthode a été quand même très violente et très rapide par rapport au premier mandat de Donald Trump. Et vraiment, les décisions qui ont été prises, personne ne s'y attendait, en tout cas dans l'ampleur et dans la rapidité d'application de ces droits de douane. Quel impact? Qu'est-ce qui s'est passé du coup? L'impact, il a été immédiat, c'est-à-dire que sur les marchés américains, il y a eu une sanction très violente, hein. Le S&P 500 a baissé de 12% en l'espace de 4 jours. Historiquement, ça ne s'est vu que 2 fois avant, c'était pendant le Covid et pendant la grande crise financière. Donc un mouvement qui a été hyper violent, hyper rapide. Donc impossible de réagir par rapport à ça, c'est extrêmement soudain. Et évidemment, cette chute des marchés américains a entraîné tout le reste des actifs risqués dans le monde entier. Donc on en est où aujourd'hui à peu près dans les différentes zones? Alors, on est sur des performances qui sont largement négatives sur le marché américain, en dollars comme en euros, et encore plus en euros, puisque le dollar a baissé par rapport à l'euro. Donc, on supporte des pertes supplémentaires par rapport au taux de change. Les marchés européens arrivent à sortir de la tête de l'eau avec le marché allemand ou le marché espagnol qui sont encore positifs, mais qui ont quand même beaucoup baissé par rapport à leur point haut de plus de 10%. Donc, globalement, tout ça a emporté tous les marchés actions dans le monde. Fini la phase d'euphorisme. Voilà, on revient à une réalité qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui et sur lequel le marché n'était pas du tout préparé. Et toi, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la partie gestion pilotée, hein, pour une partie des gens qui nous regardent aujourd'hui, sur un petit peu les performances des 4 différents grands profils, hein, qu'on peut avoir, du plus prudent
aux plus dynamiques? Oui, bien sûr. Alors, les performances des profils sont tout à fait en ligne avec leur profil de risque, hein. C'est-à-dire qu'on a les profils les plus défensifs, donc le défensif et l'équilibré qui sont quasiment à zéro depuis le début de l'année. Le profil défensif subit une légère perte, mais joue parfaitement son rôle défensif grâce évidemment à l'apport du fonds en euros. Les portefeuilles équilibrés également sont sur des baisses qui sont Genre de 2-2,5%. 2,5% exactement. Et évidemment, plus on est exposé au marché action en fonction de son profil, à savoir les dynamiques et les agressifs, là, on est en ligne avec la baisse du marché, c'est-à-dire qu'on a 7% de baisse. Voilà, en ligne avec le MSCI World qui correspond parfaitement aux allocations qu'on pouvait avoir. Donc, ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. L'année est longue encore. Il se passe beaucoup de choses. Tous les jours, on a des nouvelles qui sont annoncées, souvent différentes les unes par rapport aux autres. Mais c'est pour ça qu'il faut quand même rester prudent et faire le dos rond dans ces moments. On y viendra un petit peu à la fin sur les stratégies d'investissement qu'on peut préconiser. Pourquoi ces droits de douane? Pourquoi est-ce que notre ami Donald Trump s'est mis en tête de renchérir un petit peu le prix de tous ces biens et services? Alors, effectivement, il faut prendre un peu de recul par rapport à ce tsunami protectionniste qui a été annoncé le 2 avril. En gros, pour Trump, dans sa tête, l'Amérique est victime de la mondialisation. Il met en avant la désindustrialisation des États-Unis depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Il va y avoir toute l'industrie automobile qui a perdu évidemment des parts de marché très importantes par rapport à de la concurrence chinoise, à de la concurrence japonaise, à de la concurrence européenne même. Une immigration qui est excessive. Ça, il le met en avant avec finalement tous ces immigrés qui prennent du travail à la place des Américains. Il y a aussi ce côté qui est très important dans la tête de Trump, c'est que finalement, les États-Unis assurent beaucoup de choses. Ils assurent, la sécurité mondiale. Les États-Unis participent à hauteur de 40% des dépenses militaires à travers le monde. C'est-à-dire qu'il y a leurs propres dépenses d'armement et de défense pour eux, mais ils financent également beaucoup de défense et d'armement pour d'autres pays. Ils assurent aussi l'innovation mondiale. On voit bien que les Magnificent Seven dépensent des milliards et des milliards, plus de 100 milliards par an pour l'innovation, et ça, le monde entier en profite. L'autre point, c'est que les États-Unis assurent la stabilité financière. C'est la monnaie de référence et c'est les dettes corporate et dettes d'État de référence. Et tout ça, évidemment, ça participe à la stabilité du développement mondial et de l'enrichissement mondial. Et enfin, il s'est aperçu que les États-Unis étaient dépendants stratégiquement à certains pays, notamment la Chine, et ça, notamment à l'époque du Covid, avec tout l'accès aux médicaments et au matériel de santé. Et donc, ça, Trump a dit, c'est terminé, il faut qu'on reprenne toute la souveraineté de certains secteurs d'activité. Ouais, exactement. Autant ils ont la souveraineté en termes de dépenses, d'armement, de défense et d'innovation, mais sur certains points critiques... Fini les dépenses gratuites sans contrepartie. Exactement. Et ça, c'est le discours qu'on a vu notamment au moment de la guerre de l'Ukraine. Donc voilà un peu l'état d'esprit de Trump et pourquoi est-ce qu'il cherche à changer les choses et la meilleure solution est l'application, selon lui, de droits de douane extrêmement élevés. Donc la montée de ces droits de douane, ça va servir à quoi? Ça va permettre quoi? Alors, évidemment, c'est d'abord le rééquilibrage de la balance commerciale. Il faut savoir que le déficit commercial des États-Unis par rapport au reste du monde est de 980 milliards de dollars. Alors, redéfinis peut-être pour les clients plus novices, déficit commercial. C'est-à-dire qu'en gros, les États-Unis importent beaucoup plus qu'ils n'exportent par rapport au reste du monde. Et le solde, c'est quasiment 1000 milliards de dollars. Le but aussi de ces droits de douane, c'est de financer des baisses d'impôts. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait massivement baissé les impôts pour les entreprises comme pour les ménages et ça avait été très positif pour l'enrichissement des agents économiques américains. Donc il veut continuer ça et ces hausses de taxes de droits de douane permettront de financer durablement ces baisses d'impôts.
L'idée derrière aussi cela, c'est évidemment relancer l'industrie nationale et la protéger de la concurrence étrangère. Ensuite, c'est aussi maîtriser sa souveraineté. Tu l'as évoqué juste avant, il y a des points importants, notamment sur l'aspect santé, médecin, médical et médicaments qui est très important. Et puis remettre on en voit avant... d'ailleurs qu'il y a certains produits qui sont exclus de ces droits de douane parce que globalement, tant que la filière d'approvisionnement n'est pas encore complètement nickel, on maintient à l'arrivée. On le de ces verra produits. sur des exceptions, etc. Et puis, derrière tout ça, il y a évidemment la volonté très claire de faire baisser le dollar. En fait, quand je parlais de la partie Amérique qui assure la stabilité, en gros, de l'économie mondiale, ça passe par un dollar qui est beaucoup trop élevé. En termes par rapport aux autres monnaies, selon Donald Trump. Évidemment, si tout le monde achète de la dette en dollars et du dollar, ça fait monter. Et ça, Donald Trump trouve que ça a des impacts, notamment ça coûte très cher aux entreprises américaines, puisque évidemment les exportateurs, voilà. Et par facilité, les entreprises américaines et les consommateurs américains, quand vous avez une monnaie qui est forte, vous achetez beaucoup moins cher les produits à l'étranger. Donc voilà aussi pourquoi la volonté très claire de Donald Trump de faire baisser le dollar est essentielle et passe par la mise en place de ces droits de douane. Ok. On a une solution assez claire. On monte les prix. Ça va être quoi les conséquences sur notre économie du quotidien et sur la perception un peu de ce qui risque de se passer pour les investisseurs? C'est quoi les 3-4 grands thèmes qu'il faut peut-être retenir en se disant, au fond, la hausse de ces droits de douane, ça me crée tel problème si je suis investisseur aujourd'hui? Oui, alors peut-être revenir d'abord où est-ce qu'on en est sur ces droits de douane. Qu'est-ce qui a été annoncé par Donald Trump? C'est important, je pense, de comprendre cela. Donc Donald Trump, le 2 avril, il s'est attaqué à tous les pays qui font du business de l'importation et des exportations avec les États-Unis, c'est-à-dire avec le monde entier. Et il a dit, OK, on va commencer par avoir une taxe de droits de douane de 10% pour tout le monde sans exception, à part le Canada et le Mexique. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'il réfléchit et il a annoncé des droits de douane spécifiques au cas par cas, pays par pays, en fonction justement du déficit commercial qu'il y a entre, par exemple, la Chine et les États-Unis, entre l'Europe et les États-Unis. Et tout ça, ce déficit commercial a permis de définir des droits de douane supplémentaires qui seront impliqués et aussi secteur par secteur. Donc aujourd'hui, on a l'Amérique latine et l'Angleterre, c'est 10% de droits de douane. On a l'Europe, 20% de droits de douane. Le Japon, 24% de droits de douane. La Suisse, 30%. Et après, on va sur des droits de douane vraiment très, très importants, notamment la Chine, 104% de droits de douane. Évidemment, ça a été Trump a toujours montré du doigt le déficit de balance commerciale avec tous ces produits bas de gamme, pas chers, qui inondent le marché américain. Et donc, il s'attaque très clairement et il cible la Chine. Donc, 104% de droits de douane, c'est énorme. Ensuite, vous avez en Asie du Sud-Est également le Vietnam et le Cambodge qui, eux, sont taxés à hauteur de 50% quasiment. Donc voilà, l'idée, c'est que c'est marqué de façon extrêmement forte et rapide, tout cela. Donc, comment ça se passe? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les États-Unis importent 3 300 milliards de dollars de produits. Le taux moyen des droits de douane est passé de l'année dernière de 2,3% à 27%. Donc, en gros, si on applique ça sur le montant importé aux États-Unis, c'est quasiment 1000 milliards de taxes supplémentaires et finalement d'impôts. C'est comme si on imposait aux entreprises américaines et aux consommateurs américains une TVA de 27% sur un certain nombre de produits qu'ils consomment. Donc l'impact, il est forcément très important. C'est comme si on passait le taux de TVA à 40% en France du jour au lendemain? 47% même. Vous voyez là, tu vois l'impact que ça peut avoir. Sachant qu'aux États-Unis, il n'y a pas de TVA aujourd'hui. C'est au cas par cas, mais il n'y a pas de TVA. Donc, les consommateurs et les entreprises se retrouvent finalement à payer... Ils vont se réveiller assez brutalement, à payer beaucoup plus cher. Exactement, quasiment un tiers de plus que ce qu'ils pouvaient payer. Donc, l'impact, il va être évidemment très fort pour les agents économiques américains que sont les entreprises et les consommateurs. Donc, toi, tu vas regarder quoi? C'est quoi les 3-4 grands critères d'évolution que tu vas regarder pour jauger un petit peu de l'impact sur les marchés?
Alors, on peut déjà essayer de se mettre à la place des investisseurs et du marché, de se dire, voilà, pourquoi est-ce que ces marchés ont baissé? Première chose, c'est quand il y a un choc fiscal, entre guillemets, aussi important, la première conséquence qui peut arriver, c'est un ralentissement assez marqué de la croissance économique. Donc là, typiquement, les anticipations de croissance pour l'économie américaine ont été fortement dégradées. C'est-à-dire que l'impact est quasiment, on pourra enlever, selon les dernières estimations, entre 1,5 et 2 de croissance américaine avec ces taxes À court terme. à court terme. Le deuxième enjeu, évidemment, c'est les craintes sur l'inflation. Comme tu le sais, ces dernières années, les banques centrales sont intervenues afin de lutter contre la très forte hausse de l'inflation qui avait suivi après le Covid. Ça, c'était un épisode qui était derrière nous, qui était réglé, notamment en Europe, où on est revenu sous des niveaux cibles de la Banque centrale européenne. Ça avait beaucoup baissé aux États-Unis, mais la bonne dynamique de croissance économique américaine maintenait une inflation finalement aux alentours de 3%, qui restait malgré tout maîtrisée, mais à des niveaux assez élevés. Et là, les anticipations aujourd'hui, forcément, quand tu taxes des produits qui viennent et que ça impacte tes consommateurs, il y a une inflation importée qui va être forcément très élevée. Et les anticipations d'inflation aujourd'hui ont vraiment fortement remonté. On est aux alentours de 6%. Donc ça met la Banque centrale américaine un peu en porte-à-faux. Entre la chèvre et le chou. Exactement, puisque d'un côté, si l'économie américaine ralentit, elle se doit d'intervenir Et de baisser les taux. Mais si l'inflation s'envole, elle est obligée de les monter pour pouvoir lutter contre cette inflation. Alors, cela dit, on y reviendra sans doute, c'est que la Banque centrale américaine s'est montrée proactive et a bien dit qu'elle agirait s'il y avait un ralentissement aux États-Unis. Donc le soutien a Il ira été plutôt chez eux rappelé. au soutien de l'emploi et de la croissance que de l'inflation. Exactement. Donc, c'est ces choses qui sont essentielles. Et évidemment, qu'est-ce que va découler de tout ça? On voit que les entreprises américaines ont vraiment stoppé toute politique d'investissement, puisqu'il n'y a aucune visibilité, etc. Donc, l'investissement du côté américain est vraiment à l'arrêt. Et puis, on commence à voir une dégradation du moral des consommateurs. Il y a le Conference Board, qui est vraiment l'indice qui révèle le niveau de confiance des consommateurs américains, qui est revenu au plus bas depuis le Covid. Donc là, Ça, c'est vrai. Aux États-Unis, c'est à peu près la même chose en Europe. oui, Les alors investissements sont aussi l'Europe en train de se... l'Europe est quand même moins touchée. Et c'est plutôt gérable pour l'Europe, ces droits de douane, puisque aujourd'hui, les exports de l'Europe vers les États-Unis ne représentent que 3% du PIB européen. C'est 4% pour l'Allemagne, c'est 1,8% pour la France. Donc au cas par cas, c'est quand même assez gérable, d'autant que, comme tu le sais, il y a eu des annonces de plans de relance significatifs en Allemagne et en Europe qui permettront de pouvoir gérer cela. Élément positif également, à la fois pour les États-Unis, pour le reste du monde et pour l'Europe, c'est la baisse du pétrole. Évidemment, quand on a un commerce mondial et une croissance mondiale qui risque de ralentir un petit peu, le pétrole baisse. Ça, c'est quand même très favorable pour l'Europe, qui est très dépendante des prix de l'énergie. La baisse du dollar est également favorable. Donc, il y a quand même un certain nombre de points qui permettent d'atténuer le coût théorique de cette très forte hausse de... Maintenant qu'il y a l'atterrissage pour les entreprises globalement à court terme, ça va quoi? Ça va dégrader les perspectives de bénéfices. Ça va forcément dégrader les marges, qui étaient au plus haut, notamment aux États-Unis, et ça va forcément dégrader les attentes de bénéfices par action. Et c'est pour ça, et ça, je dirais que ça vient dans un deuxième temps, et ça commence déjà à arriver, c'est que le consensus sur les marchés financiers doit s'ajuster à la baisse. C'est-à-dire que les prévisions économiques de la croissance américaine, de la croissance mondiale, de la croissance européenne, doivent être revus en baisse pour tenir compte de ces impacts-là. Et c'est pareil du côté des attentes des bénéfices par action des entreprises, qui sont encore trop élevés. Et on rentre dans une phase de révision assez nette des bénéfices par action de la part du consensus. D'ailleurs, Est-ce que les cours se sont déjà ajustés de ces perspectives, ou est-ce que on va y venir, au fond? Est-ce que ça va encore continuer de baisser? C'est tout l'enjeu. On a des marchés américains et européens qui ont baissé, alors un peu plus pour les marchés américains, entre le plus haut et le plus bas de
quasiment 25%. Donc, ça veut dire que le marché anticipe une récession et une révision assez nette des bénéfices par action. Et c'est également le cas en Europe, où on va certainement, sur l'année, avoir une évolution, une croissance des bénéfices par action pour l'année entière qui sera négative. Et elle sera sans doute aux alentours de 0 du côté du marché américain. Alors, on fait quoi? Ou dans un premier temps, puisqu'au fond, c'est un petit peu la partie qui intéresse probablement tous nos auditeurs, ou en tout cas, première chose, on fait pas quoi? Alors, la première chose à faire, c'est pas paniquer. Déjà, il est beaucoup trop tard. Il est impossible de réagir quand vous avez des marchés américains qui perdent plus de 10% en l'espace de 4 jours. Ça va trop vite. Personne n'était prêt à ça. Et on l'a vu, et ça, c'est vraiment important que nos épargnants comprennent ça, c'est que c'est dans des fortes baisses et dans des mouvements de volatilité très élevés qu'on crée le plus de valeur et qu'on a les meilleures opportunités. Donc, c'est vraiment important. La première chose, c'est pas paniquer. Donc, en clair, on ne vend pas. Vous l'avez probablement vu dans pas mal de posts, voire même de newsletters qu'on vous adresse. Rater quelques jours de bourse sur 1 année, 2 années, 3 années, ça vient globalement obérer une grosse partie de la performance moyenne. C'est-à-dire qu'en clair, à essayer de réagir à chaud, vous ratez des rebonds qui sont souvent assez rapides. Voilà, donc là, vraiment, la pire des choses à faire, c'est de paniquer. Et de sortir un peu trop vite. Et on l'a vu d'ailleurs, une simple déclaration de Donald Trump va faire bondir... De suspension temporaire. Voilà, exactement, à faire bondir les marchés américains de 10%. Donc, c'est pour ça que la volatilité est tellement importante. Ça dépend finalement des déclarations de l'administration de Trump qu'on ne maîtrise pas. Donc, pour éviter finalement d'être à l'envers du marché, dans un sens comme dans l'autre, il faut rester investi. Et il faut profiter des baisses trop marquées pour éventuellement se repondérer, notamment sur le marché américain, ou alors créer ou prendre des positions sur le marché américain. On fait quoi? D'un point de vue, on va dire, technique, c'est quoi la bonne stratégie? Avant de dire où est-ce qu'on investit, est-ce qu'il y a des méthodes un petit peu malines pour se repositionner? La première, c'est de rentrer en plusieurs fois dans le marché. Évidemment, on n'y va pas tout d'un coup. On ne pourra jamais investir au plus bas du marché, mais donc il faut rentrer en plusieurs fois, par exemple en 3 fois, et en se disant, voilà, l'enveloppe que je souhaite consacrer à l'exposition, à réinvestissement sur des actifs risqués comme les actions, par exemple, ou comme les actions américaines, c'est de rentrer en plusieurs fois. C'est-à-dire, globalement, pour la gestion pilotée, on risque de voir des arbitrages arriver qui vont potentiellement tirer parti de certaines opportunités d'investissement sur les taux d'intérêt ou des actions. Bien sûr. Et si on est un client en gestion libre, vous savez que dans tous les contrats, on a des stratégies d'investissement progressif où on définit l'enveloppe qu'on souhaite utiliser et on peut gratuitement basculer sur un programme d'investissement mensuel sur des marchés actions, par exemple, pour lisser un petit peu ce risque-là. Donc, on ne vend pas, on essaye d'investir progressivement. Une fois qu'on s'est dit ça, on investit où? On investit de manière simple. Et j'allais rajouter la chose la plus importante, c'est la diversification de ces allocations. C'est essentiel. Et on ne peut pas être trop exposé à un marché parce que sinon, vous prenez un risque spécifique qui est bien trop élevé. Un investisseur qui était investi 100% aux États-Unis, aujourd'hui, il se retrouve avec des performances qui vont être très, très dures à rattraper. Donc, l'allocation... on l'a vu l'année dernière, dans ta gestion, tu avais un petit peu plus d'Europe. Ça a coûté un petit peu de performance. Voilà, on sait que les performances que tu as cette année te permettront probablement de peut-être un petit peu moins baisser si on restait en l'état des choses. Tout l'enjeu, évidemment, pour nos clients et investisseurs et épargnants, c'est de bien connaître et avoir défini leur horizon d'investissement. Et plus on a un horizon à long terme, plus il faut faire le dos rond dans des moments de panique, plus il faut profiter de ces moments de panique pour se réinvestir. Et il faut avoir la meilleure allocation et diversification possible. C'est ça qui va permettre de lisser les performances et de créer de la valeur tout au long de la durée de vie du contrat. Super. Alors maintenant, on investit où? Au regard de ce que tu nous as dit, si je suis prudent, moins prudent, très agressif, on fait quoi? Est-ce que tu as globalement des grands canevas des types de produits d'investissement que tu vas il y a évidemment trois classes d'actifs qui nous semblent essentielles aujourd'hui à avoir dans une allocation. Il y a évidemment les fonds en euros,
Ouais, ça, j'en reparlerai un tout petit peu. qui aujourd'hui vous sont garantis par les assureurs et vous assurent une excellente visibilité sur votre épargne et sur la protection de votre épargne tout au long de l'année et tout au long de la vie de votre contrat. Donc, plus vous voulez protéger vos investissements et avoir des investissements sûrs, vous pouvez évidemment allouer une partie importante de votre épargne sur ces supports-là. Ouais, donc là, petit focus hein, sur tous les fonds en euros aujourd'hui. Vous avez généralement des systèmes de boost ou de promo qui ont été mis en place qui vous permettent de vous dire j'avais beaucoup de liquidités qui se baladaient sur des comptes sur livret, des dépôts à terme. Aujourd'hui, avec la baisse des taux, on a des rendements qui sont généralement vraiment inférieurs à ce que vous pouvez obtenir sur des fonds en euros récents avec des mécanismes de boost. C'est le cas chez Lynxea sur une grande partie des contrats. Donc les liquidités totalement sécurisées, n'hésitez pas à regarder d'un bon œil ces fonds en euros qui globalement peuvent être assez déceptifs parce que vous ne ferez jamais du 8% par an, mais vous permettent globalement d'optimiser votre rémunération si vous êtes très très défensif. Donc ça, c'est vraiment la première patte et je te rejoins totalement. Est-ce qu'on a d'autres familles Alors, pour optimiser son allocation de ses investissements, il y a deux classes d'actifs qui sont évidemment importantes et essentielles. La première, c'est la classe obligataire. Aujourd'hui, il y a un marché obligataire qui a pas mal souffert de l'environnement actuel. On a vu une augmentation des spreads de crédit. Donc, ça veut dire que finalement, les rendements embarqués des obligations ont augmenté et sont aujourd'hui sur des niveaux qui nous semblent vraiment très attractifs. Et donc ça, une des bonnes façons pour jouer cela, c'est de se positionner sur les fonds à échéance qui sont proposés au sein de vos univers de vos contrats. Et aujourd'hui, vous pouvez rentrer sur des niveaux de rendement embarqués qui sont vraiment très attractifs, encore plus attractifs qu'il y a, Est-ce que tu qu'il y peux a nous donner quelques un semaines. ordre d'idée de... Bien sûr, aujourd'hui, il y a certains fonds à échéance qui ont des rendements embarqués qui sont entre 5,80 et 7%. Donc, et ça à des horizons d'investissement, de fin d'investissement qui sont en 2029, 2030, 2031. Ça veut dire donc qu'aujourd'hui, quand on achète une part de ces fonds-là, vous avez un rendement quasiment garanti hors défaut chaque année de cet ordre-là jusqu'en 2029, 2030 ou 2031 selon la date d'échéance du fonds donc que là, vous avez on monte un sélectionné. petit peu le risque. C'est toujours de l'obligation, c'est toujours des taux d'intérêt par rapport à du fonds en euros. Mais si on vient saupoudrer un petit peu, on peut aller chercher des rendements assez sympas avec une maturité théorique qui reste assez raisonnable en termes de profil investisseur sur des maturités 4, 5, 6 ans. Voilà, et ce qui est quand même très attractif parce que aujourd'hui, ça délivre des performances qui sont bien supérieures au fonds en euros. Donc, c'est vraiment une allocation qui peut très bien venir compléter une allocation en fonds en euros. Donc, fonds en euros, je monte quelques marches. J'ai les produits obligataires datés. Vous êtes nombreux à en avoir acheté beaucoup chez Lynxea. N'hésitez pas à appeler nos équipes pour en savoir un petit peu plus. Et en dehors des fonds datés, je serais un petit peu plus prudent aujourd'hui sur les fonds ouverts obligataires parce que le marché obligataire est vraiment gelé aujourd'hui et compliqué. Il y a vraiment très peu de volume, les gens sont très attentistes, donc il est très difficile d'investir pour cela. Alors il vaut mieux, évidemment, aller sur ces portefeuilles qui sont déjà constitués, qui sont un peu cantonnés en termes de maturité. Et qui sont cantonnés, et donc vous rentrez, vous n'avez pas de problème pour trouver tout ce papier, etc. Donc ça c'est vraiment une nuance qu'il faut avoir et privilégier aujourd'hui les fonds. On est passé du rez-de-chaussée au fonds en euros, premier étage les produits obligataires, et il nous reste quoi? Et il reste les actions aujourd'hui, pour ceux qui veulent s'exposer, profiter de ces opportunités ou remettre un petit peu de risque dans leur portefeuille. Et là, il y a deux zones qui nous semblent attractives. C'est les États-Unis, puisque aujourd'hui, on a dit qu'il y avait des risques de récession, etc. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas faut pas être trop pessimiste sur la croissance américaine aujourd'hui. On voit bien d'ailleurs que Trump a suspendu, comme tu l'as dit, les droits de douane jusqu'au 10 juillet, qu'il y a des exemptions qui sont faites sur un certain nombre de produits stratégiques pour les États-Unis. Il l'a annoncé en début de semaine, notamment sur la partie smartphone, puces, etc., pour un peu plus de 900 milliards. On a parlé de la baisse du dollar, etc. Tout ça, c'est des éléments qui sont plutôt des soutiens à la croissance américaine. Donc finalement, sur des marchés américains qui étaient chers, la baisse de 25% qu'on a pu voir par rapport au point haut
selon nous, c'est plutôt des moments et en tout cas des opportunités à saisir. Encore une fois, de façon mesurée, pas tout mettre, mais rentrer en plusieurs fois sur le marché américain. Ça nous semble plutôt une bonne chose pour reprendre un peu de risque. Il y a du côté européen maintenant, le marché allemand. Donc c'est un peu une niche, mais il nous paraît là aussi une bonne opportunité à saisir. On l'a évoqué en début de webinaire, c'est que l'Allemagne a fait sa révolution budgétaire, c'est-à-dire que le nouveau gouvernement a annoncé plusieurs choses. La première, c'est un plan de relance d'environ 500 milliards d'euros pour On est rénover. enfin prêt à dépenser en Allemagne. Oui, alors ça, Pour- c'est le deuxième aspect, mais effectivement, ils ont mis sur la table donc 500 milliards pour rénover toutes les infrastructures du pays qui sont vraiment très vieillissantes, les autoroutes, le ferroviaire, etc. Un certain nombre de points. Donc ça va être investi sur les 12 prochaines années. Donc ça va être autant d'argent qui va être investi dans l'économie locale et aussi par ricochet, évidemment, en Europe. Et enfin, effectivement, ils ont levé leurs contraintes d'Oxodorsky budgétaires qui étaient en place depuis les années 2000 sous l'ère Merkel. Et donc, en gros, l'Allemagne ne pouvait pas dépenser plus qu'un certain niveau. Et ils ont fait sauter ce verrou qui va permettre d'injecter, là aussi, entre 800 et 1200 milliards d'euros supplémentaires pour les 10 prochaines années, notamment via un plan de réarmement et d'augmentation des dépenses de défense. Donc ça, aujourd'hui, ça va embarquer une croissance supplémentaire pour l'Allemagne qui sort quand même de 2 années de récession avec des niveaux de valorisation qui sont plutôt attractifs. C'est un pays qui est très industriel, très exposé à la Chine, très exposé aux États-Unis et qui a beaucoup souffert, notamment l'industrie automobile qui a beaucoup souffert, des contraintes européennes et surtout des concurrences des constructeurs chinois en Europe, mais aussi sur le marché chinois. Il faut savoir que en Allemagne, un employé sur 10 travaille pour l'industrie automobile, donc c'est quand même très, très important. Et donc ce plan de relance est vraiment très, très important. Très puissant. On n'attendait pas à ce qu'il soit aussi élevé. Et donc ça va embarquer pour les prochaines années. Alors les premiers résultats ne seront pas visibles tout de suite en Allemagne. Ce sera à partir de l'année 2026, mais ça nous semble quand même assez intéressant. Et ce sera créateur de valeur à moyen et long terme. Donc on peut trouver dans tous les univers d'investissement de vos contrats un certain nombre de fonds d'actions allemandes sur lequel il nous semble intéressant de se positionner. Et enfin, il y a un secteur en Europe que nous trouvons aussi intéressant aujourd'hui, c'est le secteur bancaire, qui a une performance exceptionnelle. Ça fait mieux que tous les marchés américains, les Magnificent Seven, le marché européen. Et c'est c'est un secteur qui a beaucoup changé. Depuis la grande crise financière, on a exigé beaucoup à ces acteurs-là, notamment en termes de fonds propres, en termes de réorganisation de leur business, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui est extrêmement rentable, qui génère des rendements très élevés. Le rendement moyen du secteur bancaire en Europe, c'est 8%, avec des niveaux de capitalisation qui sont très, très élevés et très importants. Donc, le risque, finalement, qu'on ait une faillite d'un acteur européen est quand même très faible. Et c'est un secteur qui est en train de se consolider. Donc, il se passe beaucoup de choses et la performance du secteur, comme je vous disais, a été exceptionnelle vraiment ces dernières années, mais c'est un secteur qui a baissé d'une vingtaine de % par rapport au point haut. Donc, finalement, vous rentrez sur des niveaux de valorisation. Ça a déjà rebondi un peu, non? Un petit peu, mais encore une fois, c'est pas grave de rater le début de la baisse quand on s'embarque avec un secteur qui qui distribue autant, qui est finalement sur des niveaux de valorisation qui sont pas délirants du tout, qui sont en ligne avec la moyenne historique, avec des fondamentaux qui sont très bons et des bénéfices par action qui continuent à croître. L'environnement de marché, notamment sur l'environnement de taux qui baisse avec un peu de ralentissement économique, ça pourra avoir un impact sur le secteur. Maintenant, c'est très bien géré, gère très bien leurs coûts et la baisse des 25% nous semble exagérée par rapport au risque embarqué. Ok, donc si on résume, les plus prudents font en euros, les zones intermédiaires, les produits obligataires, plutôt avec des maturités fixes, et pour les plus téméraires, avec peut-être de l'investissement progressif, les marchés américains, européens avec peut-être un petit focus Allemagne,
et sur du thématique, on va dire les parties secteur bancaire. Voilà. Ben voilà un éclairage très concret et très simple. Merci Xavier. De rien. On va peut-être commencer prendre les questions. Alors, actuellement, est-ce pertinent de renforcer ces investissements orientés vers l'Europe plutôt que vers les États-Unis? On a un petit peu répondu à cette question avec ce qu'on vous a dit, notamment à privilégier des investissements sur le marché allemand. Il est sûr que si la dynamique allemande, qui reste la locomotive de l'Europe, sort du marasme et pour ces prochaines années va se mettre à tirer un peu l'Europe, c'est plutôt une bonne chose. Encore une fois, il faut être diversifié. Donc d'avoir une exposition européenne, mais aussi américaine, ça a tout à fait du Et sens. sur les États-Unis, on a beaucoup de clients qui nous ont acheté des ETF, des trackers sur le S&P 500, voilà, qui ont quand même aussi un prisme malgré tout sur les quelques grosses valeurs technologiques. Est-ce que le fait d'aller sur des indices un petit peu plus larges, Ou équipondérés, ou équipondérés, voilà, est-ce que ça, c'est une stratégie qui permet aussi de repartir sur le marché américain sans être trop impacté par les valeurs techno? Bien sûr. La reprise des marchés, elle se fait toujours par plusieurs phases. Vous avez d'abord les entreprises de très bonne qualité qui repartent en premier. Ensuite, vous avez les entreprises un peu moins bonne qualité qui repartent, etc., etc. Les small caps. Donc effectivement, pour remettre un pied dans le marché, autant réduire un petit peu ses risques d'exposition et de privilégier, par exemple, des fonds équipondérés ou alors sur des indices évidemment plus larges, plutôt, encore une fois, mais ça c'est valable dans n'importe quelle allocation, il ne faut pas avoir porté trop de risques spécifiques à un support, à une classe d'actifs ou à un secteur. Le marché obligataire reste-t-il intéressant à investir aujourd'hui ? On en a parlé. Alors, il faut y aller. Oui, il y a des opportunités qui nous semblent très attractives puisque finalement, les rendements ont quand même beaucoup remonté pour des raisons qu'il faut garder en tête, notamment un peu de remise en cause de l'hégémonie de la dette américaine, etc. etc. Mais en tout cas, il faut être mesuré et on l'a dit, notamment sur les fonds à échéance. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la meilleure opportunité. Vous vous crantez ou en tout cas, vous allez vous assurer de rendements hors défaut qui sont élevés jusque pour les 4-5 prochaines années, sachant que c'est toujours des fonds qui sont très diversifiés dans leur allocation, qui supportent et qui sont investis généralement sur plus d'une centaine d'obligations. Donc le risque de défaut, là aussi, est extrêmement faible. Le risque de perte en capital, oui, existe comme sur toutes les unités de compte. C'est 2 ou 3 points de base, donc voilà. Et encore une fois, vous avez quasiment la garantie de toucher tous ces coupons que je vous ai donné en brut tout à l'heure. Investir dans des fonds de dette privée, une bonne idée pour 2025. Alors, la diversification est toujours importante. On a vu sur certains contrats, notamment chez nos partenaires de Suravenir, on a investi dans des fonds de private equity. Donc là aussi, qui permettent finalement d'être investis différemment et avec des horizons d'investissement qui sont dans la fameuse économie réelle, réelle, soit via des produits de dette et de crédit, soit via des produits d'investissement dans les PME très traditionnels, mais sur des supports, on va dire, long terme, exactement, qui essaient de lisser un petit peu la volatilité. C'est ça que tu avais... Et qui les lissent de façon... la classe d'actifs du private equity ou de la dette privée, effectivement, permettent de lisser la volatilité et de lisser la performance. Donc, c'est l'espèce de locomotive qui avance tranquillement et doucement et qui délivre de la performance de façon régulière. Donc là, voilà, si vous souhaitez un peu d'infos là-dessus, c'est aussi le conseil qu'on n'a pas encore donné, mais n'hésitez pas à contacter nos équipes, voilà, qui sont au clair sur ces thématiques d'investissement. Voilà, on a élargi fortement la gamme des supports de private equity en assurance vie. Voilà, il y a évidemment des produits de dette, des produits actions. Voilà, et on sera à même de vous aider à en choisir certains. Parce que c'est vrai que c'est des classes d'actifs qui délivrent des rendements sur des maturités d'investissement de 5, 7, 8 ans relativement régulières avec moins de soubresauts de marché. Voilà, et que les véhicules assurantiels, certes, coûtent un petit peu par rapport à ces mêmes investissements que vous pourriez faire en direct, mais vous offrent une certaine liquidité au sein des contrats, ce qui est toujours agréable si on souhaite changer son fusil d'épaule.
Alors peut-être sur la dette privée, un peu de prudence sur la dette privée américaine. Vous savez que c'est un marché qui a été très dérégulé par le premier mandat de Donald Trump. Là, la visibilité qu'on a sur cette dette privée américaine, Ouais, le niveau d'endettement est déjà beaucoup plus fort sur et, et une... puis, et puis on ne sait pas vraiment qui porte quoi. Donc un peu de prudence, mais sur la dette privée européenne, encore une fois, les taux de défaut attendus par les agences de notation restent quand même très faibles, aux alentours de 3 ou 4%. Donc là-dessus, ça peut être en diversification une bonne idée. Étant donné la baisse du dollar, faut-il se désengager des unités de compte libellées dans cette monnaie? Là aussi, je pense qu'il est un peu tard pour réagir. Il faut de toute façon privilégier, là aussi, encore une fois, une diversification sur les différents supports et différentes monnaies dans lesquelles on investit. Je ne suis pas sûr qu'il faille se désengager maintenant sur ces unités de compte Sachant que si on prend libellées en ces mêmes dollars. unités de compte couvertes en risque de change, le coût de cette couverture, il est généralement très élevé Mm, aussi. Donc, c'est pas évident de... exactement. Et, ça avait apporté de la performance supplémentaire les années précédentes. Là, ça coûte un petit peu, mais encore une fois, sur un horizon de moyen long terme, c'est toujours bien en diversification de pouvoir avoir des supports en dollars. Dans la gestion pilotée, quelles mesures sont mises en place pour protéger mon capital en cas de volatilité accrue des marchés? Eh bien, on l'a évoqué. Sur les profils prudents, c'est évidemment l'exposition au fonds en euros qui permet de protéger son capital en cas de Ouais, volatilité. chez Lynxea, on a pris le parti de discuter avec voilà, notre partenaire OTA et la poche sécuritaire dans vos profils, c'est une poche de fonds en euros voilà, qui évolue à la baisse plus le profil de risque est élevé. Voilà, on a des concurrents qui mettent des produits obligataires plus volatiles dans cette poche défensive. Nous, on part du principe que le défensif, c'est vraiment c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer sans suspense. Voilà, c'est pas très sexy, mais on sait que dans des cas complexes, on le voit sur un profil prudent, on est quasiment à l'équilibre alors que beaucoup d'acteurs sont sur des performances plus difficiles. En revanche, on sait qu'on a une petite marge de manœuvre si on sent que vraiment l'élastique, hein, quand on en parle avec Xavier, est trop tendu et que les rendements sont trop attractifs sur de l'obligataire, on en a parlé. C'est à ce moment-là, à contrario, qu'on vient vous faire prendre un petit peu plus de risques. Mais la partie sans risque reste au sein de la gestion pilotée, le socle de fonds en euros. Et puis, on l'a évoqué juste avant, le fait de se diversifier sur des fonds de private equity ou de dette privée permet là aussi de lisser, on l'a dit, hein, la volatilité et de protéger son allocation et son capital. Au sein de la gestion active, alors on ne peut pas mettre de couverture évidemment en place dans les mandats de gestion pilotée pour les profils les plus agressifs. Alors, il y a certains supports dans lesquels on a investi dont les gérants ont cette capacité de gestion un peu active de l'exposition. Mais voilà, on ne peut pas le faire par construction au sein des profils de gestion pilotée sur le profil agressif, par exemple. Qui, par nature, le choix a été fait de l'épargnant d'aller sur le agressif, donc avec une exposition Action qui est à doit 95%. tangenter l'indice mondial. Évidemment. Parfait. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions, Xavier? Pas pour l'instant. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Xavier, de nous partager ton expertise et ton savoir-faire régulièrement. Je le répète, hein, n'hésitez pas à contacter nos équipes dans ces marchés compliqués si vous avez besoin d'être rassuré, de prendre des décisions en totale sérénité. Voilà, on a à la fois les instruments financiers pour vous accompagner du moins risqué au plus risqué, et on a aussi des équipes de conseillers en investissement financier qui vont être en mesure, voilà, vraiment de vous apporter un conseil de proximité, voilà, pour vous aider à piloter vos investissements dans cette phase complexe. Merci à tous et à très bientôt. À bientôt.